S'adressant à la bonne bourgeoisie ou la haute bourgeoisie, ce n'est pas le cas. Sinon, ça se saurait. Cet amendement, disons, est un peu idéologique, si je puis dire. Mais dans l'état du droit actuel, protégé d'ailleurs par notre Constitution et l'interprétation qu'on donne au Conseil constitutionnel, il participe au service public. Donc retirer la déduction, je vous parie que le Conseil constitutionnel fera tomber ça en disant qu'il y a rupture. Parce que je rappelle qu'on peut donner dans le privé, on peut aussi donner dans le public. Madame Sass. Non, je dois juste rectifier quelque chose. Il n'est pas possible d'entendre que, en fait, il y a une inclusion sociale dans l'enseignement privé. En moyenne, il y a évidemment une surreprésentation des classes sociales favorisées dans l'enseignement privé par rapport à l'enseignement public. Il ne faut quand même pas arriver à dire le contraire de la réalité, quoi. Chut. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. C'est sur le fait que pour les Français établis hors de France, le fait de pouvoir contribuer à des associations et donc de bénéficier de cette réduction d'impôts est quelque chose d'extrêmement fondamental. Ça leur permet de garder le lien avec la France, ça leur permet de contribuer à des associations qui leur tiennent à cœur. Et il y a une véritable inégalité de traitement entre résidents et non-résidents. Et donc moi j'ai déposé 3 amendements que je défends ensemble parce qu'elles vont dans le même sens et qui ne font que restreindre davantage le nombre de Français établis à l'étranger qui peuvent contribuer et bénéficier de cette réduction d'impôts. Et juste rappeler en un mot que le gouvernement a été alerté à plusieurs reprises de cette inégalité de traitement, nous a dit que cette situation lui semblait justifiée par le fait que les personnes fiscalement non résidentes en France sont sous réserve des dispositions des conventions internationales imposables sur leur seul revenu de source française et que ça limiterait la progressivité de l'impôt. Et c'est pour ça que pour aller dans le sens du gouvernement, l'amendement propose de conditionner l'extension de la réduction de l'impôt pour justement répondre à cette critique qui a déjà été formulée. Monsieur le rapporteur. Non, mais vous l'avez dit vous-même, ma chère collègue, le problème, il est la cohérence de notre système fiscal, puisque l'impôt en France, il est territorial, il n'est pas national. À la différence, si vous étiez américain, le problème ne se poserait pas. Mais nous sommes français. Alors, c'est pour tenir compte de cette différence que les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global, ni bénéficier de réduction et de crédit d'impôt. C'est assez logique, même si ça peut heurter dans une première analyse. Et puis, je vais vous dire quelque chose, mais ne le répétez pas. Si un de nos collègues français vivant à l'étranger veut donner, vous savez ce qu'il fait. S'il veut donner 100, il donne 33 à un ami français qui fait le don. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment le conseil, en fait. C'est hors. Non, mais c'est pas interdit de faire ça. Vous pouvez, je peux donner au président Coquerel 50 € et grâce à ça, il va faire un don de 150 € parce que je vis à l'étranger. Dans l'esprit, c'est rien à dire. Un peu bizarre. Bon, Monsieur voilà. Benchek. Mais c'est hors procès verbal, bien entendu. Voilà. Enfin, oui. Tout est public. Hein. Je tiens juste à dire, voilà, que j'aime beaucoup les propositions du rapporteur général, mais le plus simple serait quand même de voter cet amendement plutôt que de proposer un détournement des procédures actuelles, car la finalité paraît tout de même justifiée à tous ici. Merci. Et juste en un mot, vraiment, c'est un amendement qui permet à ces Français qui le souhaitent de contribuer à la solidarité nationale, donc je vous invite évidemment à le voter. Allez, on passe au vote. Qui est pour le 489 et le 668? Qui est contre? Adopté. Oui, merci Monsieur le Président. Pour compléter l'argumentaire de mon collègue, c'est un véritable problème pour nos finances publiques en fait. C'est aussi ça qu'il faut voir. C'est dans les 30 prochaines années, 25 milliardaires français vont transmettre à leurs héritiers plus de 460 milliards d'euros et à fiscalité constante, nous allons perdre au moins 160 milliards d'euros.
Nous avons un problème de recettes. Nous le disons, nous le redisons. Et pour éviter de baisser les dépenses et de s'en prendre à nos services publics, nous vous proposons de faire rentrer de nouvelles recettes. C'est une question de justice. Je rappellerai quand même que la moitié des ménages dans notre pays ne touchent aucun héritage et 80% ne touchent aucune donation. Donc l'héritage, c'est vraiment au cœur des mécanismes, d'une part, de reproduction sociale qui permettent aux plus riches de rester riches de génération en génération, mais c'est aussi un mécanisme qui appauvrit aussi les recettes au niveau de l'État. Donc c'est un amendement qui vise à rétablir un peu de justice. 1801, Madame Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. Le creusement des inégalités en France, il a surtout pour origine le déterminisme social. Ou dit autrement, vous pouvez travailler toute votre vie très très dur sans même ne rien pouvoir transmettre à vos enfants. En revanche, si vous êtes bien né, la transmission des patrimoines vous rend la vie douce, voire même très douce. Où est le mérite tant prôné par certains? Les inégalités de patrimoine creusent bien plus les inégalités sociales que les inégalités de revenus et tout ça est très documenté. Cet amendement porté par tous les groupes de gauche vise donc à lutter contre ce déterminisme social et reprend la proposition d'une PPL que j'avais eu l'occasion de voter dans le cadre d'une niche socialiste en 2020. Il propose 3 choses. La mise en place du flux successoral tout au long de la vie, c'est le modèle irlandais, ça existe déjà. La suppression de la niche fiscale de l'assurance vie et une réforme du pacte Dutreil en abaissant l'abattement de 75 à 50% au-dessus de 50 millions d'euros et en accroissant la durée de l'engagement de 4 à 8 ans. Je vous remercie. Merci. Le 1845. Oui, Monsieur le Président, je le présente en lieu et place de Madame Tallier-Polion, simplement pour ne pas reprendre l'ensemble de l'argumentaire des collègues, dire peut-être en m'adressant à celles et ceux qui confondent toujours l'avantage des classes moyennes et l'avantage des plus aisés, que finalement, lorsqu'on regarde finement les choses, on voit bien que toutes celles et ceux qui défendent le principe d'une méritocratie, de la valeur travail, en fait, défendent plutôt une méritocratie héritée. Si on regarde réellement ce que sont les chiffres, ça a été dit par les collègues, une personne sur 100 qui reçoit 4 millions d'euros au cours de sa vie, une personne sur 1000 au-dessus de 13 millions d'euros, c'est non seulement un manque à gagner pour les comptes publics de la nation, mais aussi de fait un mécanisme qui tord l'ensemble des discours sur la valeur travail et en fait ne fait que entretenir une reproduction sociale exacerbée. Le 210, Monsieur Verny, peut-être. Merci, Monsieur le Président. L'amendement du groupe UDR va évidemment à rebours de tous les précédents. Je voudrais donner un peu de contexte, puisque quand la France se regarde le nombril, elle ne se rend plus compte qu'elle est devenue complètement collectiviste. La France est déjà le troisième pays qui taxe le plus les successions au monde, avec un tarif maximal à 45%, des abattements qui sont parmi les plus faibles et des montants fiscaux collectés qui sont parmi les plus forts. C'est inefficace économiquement, puisque ça dissuade beaucoup de Français à effectuer des donations. Je rappelle que l'âge moyen d'héritage ne cesse de croître à plus de 52 ans et ça pénalise fortement la transmission de nos entreprises puisque le coût de la transmission d'une PME ou d'une ETI en France est à 17% alors qu'il est à 5% dans le reste de l'Union européenne malgré le pacte Dutreil. Mais je voudrais surtout souligner les sous-jacents idéologiques de tous les amendements précédents. Il y a un mépris d'une part de la classe politique, de la dimension de filiation, de transmission, de respect des aïeux. Et plus encore, il y a un aveuglement sur une pensée qui est que le fait que l'État dépenserait mieux l'argent que ces gens qui vont le réinvestir dans la sphère économique. Merci. 1369, Jean-René Cazeneuve. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, pour montrer à nos collègues du Rassemblement national qu'on peut être de gauche et néanmoins sensible au désir des gens de transmettre quelque chose à leurs enfants. C'est une proposition de modernisation sociétale qui vise à intégrer le phénomène contemporain des familles recomposées dans la fiscalité de l'héritage. Aujourd'hui, comme ça a été dit, une personne qui bénéficierait par exemple du désir de son beau-père ou de sa belle-mère auprès duquel il a grandi, de lui voir transmettre une partie de l'héritage qu'il a le droit de transmettre, se voit fiscalisé comme s'il n'y avait absolument aucun lien avec ce beau-père ou cette belle-mère. Donc cet amendement vise à un peu rétablir une sorte d'égalité et à prendre en compte ce phénomène des familles recomposées.
Donc, moi, je crois qu'il y a un problème de fond qui est posé, et d'une manière ou d'une autre, j'espère qu'un des amendements qui atténue ce processus finira par passer. On a, d'un côté, une extrême concentration des richesses qui s'est accrue depuis quelques années. Je ne redonne pas les chiffres. Sur les 500 personnes qui possèdent 25% du patrimoine en 2017, qui aujourd'hui possèdent 42% du patrimoine national. Et comme dans le même temps, il y a eu tout un ensemble de procédures qui, au fur et à mesure, ont facilité la transmission des richesses, il y a de facto une constitution d'une noblesse d'argent dans ce pays. C'est ça la réalité. Et là, tout républicain qui croit notamment dans l'idée que les hommes naissent libres et égaux en droit doivent se poser un problème sur le fait que ce n'est plus tout à fait vrai quand des gens, à leur naissance, qui se lèvent tard ou qui se lèvent tôt pour gagner leur vie, puissent bénéficier d'une telle différence de revenus simplement parce que, entre guillemets, ils sont bien nés. Bon. L'aspect de la redistribution de l'impôt, qui est un aspect profondément républicain, ne peut pas s'entendre uniquement sur la question du vivant. Elle doit évidemment concerner la question de constitution de ce telle dynastie. Le paradoxe, vous avez raison, c'est qu'on touche là un sujet qui est souvent très sensible au niveau de constitution, et ce qui est étonnant, puisque je vous rappelle que 41% des Français n'ont pas d'héritage et que, en raison de l'abattement à 100 000 euros, on a aujourd'hui plus de 80% des gens qui ne payent pas de droits de succession. Donc on touche une partie infime de la population. Bon. Et on touche une partie encore plus infime de la population quand, j'allais dire, on a le côté exagéré que nous dénonçons. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que c'est vrai, des gens qui ne touchent pas d'héritage ou des gens qui touchent très peu d'héritage n'ont pas le droit de succession, des fois se sentent concernés aussitôt qu'on veut toucher, même pour les très riches, au droit d'héritage. Peut-être qu'après tout, le fait que ceux qui sont concernés possèdent notamment quasiment toutes les chaînes de télé dans ce pays sert à la propagande qui peut être faite et à la sensibilisation. Moi, je crois que oui, mais j'assume, vous répliquerez là-dessus, j'assume. Je pense que ce n'est pas possible qu'on continue ainsi. Ce n'est pas possible que de cette manière aussi importante, on continue par des abattements qui se généralisent et qu'on propose en plus de généraliser toujours plus loin au niveau des liens de famille. Par l'assurance vie, je ne suis pas du tout d'accord à ce point de vue-là, et vous avez vu qu'au niveau de l'assurance vie, la Cour des comptes a indiqué quand même l'effet délétère de ce que ça pouvait donner. Le pacte Dutreil, un ensemble de mesures, on ne revienne pas sur cette accumulation des richesses qui, du coup, n'est plus contestée, qui s'hérite de père en fille. Donc, à partir de là, moi, j'espère, je vous l'ai dit, que de père en fils, de père en fille, et plus encore. J'espère qu'on arrivera à atténuer, j'allais dire, ce processus que je juge profondément anti-républicain. Alors, j'ai plusieurs inscrits. Monsieur Alizio, Monsieur Berger, Monsieur Cazenave, Monsieur Mattei, je continuerai évidemment. Monsieur Alizio. Merci, Monsieur le Président. Il me semblait que le Président n'a pas pour fonction de donner systématiquement un avis sur les amendements qui lui sont présentés. Et je trouve que vous prenez à chaque fois la tribune pour aller très loin dans les explications d'un débat légitime. Mais je trouve quand même que ça pose un problème. Et sur le fond, moi je pense qu'il faut ouvrir ce débat sur l'héritage naturellement. Et je trouve que la voie ouverte par Jean-René Cazeneuve et David Amiel en disant on fait à la fois un moment de justice d'une certaine manière en prenant sur les très haute transmission de patrimoine pour aller corriger certaines injustices liées aux nouvelles configurations familiales est une manière justement de continuer à avancer dans ce schéma d'adaptation de notre réglementation aux attentes de la société. Monsieur Cazenave, je voudrais juste vous répondre une chose. Non, je ne prends pas, il suffit de regarder la vidéo, je ne prends pas systématiquement la position. Je le prends sur certains points comme m'en autorise le règlement de ce point de vue-là, et j'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas que je sois président de cette commission, mais je suis président de cette commission, et donc j'ai le droit d'exprimer la position, d'exprimer la position que je souhaite, tout comme par exemple les ministres le font. Et je vous ferai remarquer que depuis le départ, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas des avis comparables, le rapporteur général et moi, sur les positions que nous prenons. Donc ne laissez pas penser que ça cumulerait quelque part les positions de l'opposition, ce n'est pas ce qui se passe depuis le début. Merci. Monsieur Mattei. Oui, à des personnes qui eux-mêmes ne paieront pas, ou des personnes morales qui elles-mêmes ne paieront pas de droit de succession. Donc on a un vrai sujet de souveraineté. On joue là avec le feu. Merci. Madame Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président. Une des solutions au problème
grave des finances publiques auxquelles est confronté notre pays aujourd'hui, ce sont de nouvelles recettes, et ce sont de nouvelles recettes basées sur la justice fiscale. Et aujourd'hui, c'est ce que démontrait très bien la note du Conseil d'analyse économique en 2022, nous sommes en train de construire une société d'héritiers, pas une société de très nombreux héritiers distribués dans toute la population française, non, une société d'un très petit nombre d'héritiers. Aujourd'hui, en France, 80% des gens ne reçoivent aucune donation de leur vivant. Et eux n'ont accès à aucune niche fiscale qui favorise ces donations. Aujourd'hui, 9 héritiers sur 10 héritent de moins de 100 000 euros. Donc ce sont évidemment ces petits héritages qu'il faut maintenir, mais ceux qui ont la chance, oui, ceux qui ont la chance de pouvoir construire leur vie sur la base du patrimoine de leurs parents, Aldor, ils doivent participer davantage. Parce qu'on a aujourd'hui dans notre pays des héritiers qui héritent de quasiment tout ce qu'ils possèdent. Il faut rétablir la justice. Merci. Monsieur Trébu. Veut-on une société d'héritiers et de rentiers ou veut-on une société du travail? Et je rappelle quand même que dans l'histoire de notre pays, chaque fois que nous avons une société d'héritiers et de rentiers, ça a mal fini. C'est quand même ça la vraie. C'est quand même ça la réalité. Donc, oui, vous savez, vous voulez baisser les impôts sur le travail, vous voulez baisser les impôts sur l'héritage, vous voulez baisser les impôts sur tout. À un moment, ça va vite s'arrêter au Rassemblement national. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je peux finir? Donc, on est sur une société d'héritiers, ça a été dit. Aujourd'hui, 60% du patrimoine des gens gonfle grâce à l'héritage. On a un vrai problème. Ce n'est pas le travail et ce n'est pas les revenus du travail qui font gonfler le patrimoine des uns et des autres. Donc, on a les 0,1% qui ont 180 fois l'héritage médian, 13 millions d'euros. Donc, il y a des choses à faire. Le flux successoral est une solution. Il faudra bien un jour qu'on se pose la question. Et ensuite, ça permettrait d'ailleurs à plus de gens d'être complètement exonérés, je le rappelle. Et ensuite, on a un problème avec des niches qui sont devenues incontrôlables. Le Dutreil est un sujet qu'il faut poser. Et dans ce cadre-là, ça fait partie des choix que nous proposons. Merci, Monsieur Coulombe. Oui, merci, Monsieur le Président. En l'absence d'Antoine Léaumont, je veux me faire son porte-parole. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. 2 points, elle doit être également répartie entre tous les citoyens, virgule, en raison de leurs facultés. Or, on observe dans notre pays que le taux effectif global de prélèvements fiscaux est largement supérieur en proportion pour les classes populaires que pour les classes aisées qui y contribuent beaucoup moins. Ça entraîne un déséquilibre qui ne fait que se renforcer en quelque sorte par auto-alimentation de cette injustice. Thomas Piketty, l'économiste, dit que finalement il faut répartir en imaginant que la richesse doit être répartie de telle sorte que l'héritage doit être en quelque sorte garanti aussi pour ceux qui n'ont rien à la naissance. Ce n'est pas un droit divin, cet héritage. Il est le fruit d'une accumulation primaire, primitive, qui s'est réalisée au cours du temps, soit parce que la loi n'était pas suffisamment prélevante en quelque sorte sur ses revenus, soit aussi pour des grandes richesses comme parmi les plus importantes de notre pays par la captation coloniale par exemple des richesses. Merci. Alors attendez, Madame Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois qu'il faut qu'on torde le cou au mythe d'une fiscalité de l'héritage confiscatoire. On ne peut pas avoir ce genre de discours quand on est membre de la Commission des finances. Pourquoi ? Le produit des DMTG, il augmente. Il n'augmente pas en raison de l'augmentation des taux. Ils n'ont pas augmenté depuis des années les taux sur cette fiscalité. Il augmente tout simplement parce que malheureusement le nombre de décès augmente et la valorisation des patrimoines a augmenté. C'est en fait une conséquence de la démographie. Il y a un sondage qui est paru, j'arrive pas à me souvenir, il y a quelques jours dans quel journal, qui m'a beaucoup surpris parce que pour la première fois, je dis bien pour la première fois, une majorité certes toute petite, 51%, pensait qu'on pouvait augmenter les DMTG sur les seuls très très gros héritages. Cet impôt, il reste impopulaire. 51%, c'est une toute petite majorité. Il reste impopulaire, mais je pense que certains ont intérêt à ce qu'il reste impopulaire. Et ils ne mettent pas sur la table les chiffres. Et moi, je demande juste à ce qu'on ait un débat
en dehors de tout dogmatisme, mettons sur la table les vrais chiffres. L'amendement de M. Amiel va dans le bon sens. Moi, je le soutiendrai. Il ne va pas assez loin, mais il dit quoi? Il dit que l'évolution de la famille, le noyau de la famille, il a bougé et qu'il faut évoluer. Et il le finance en taxant les très gros. Mais allons plus loin. Merci. Est-ce qu'il y a des groupes à qui je n'ai pas donné la parole par hasard? Non? Ok. Donc je propose qu'on passe au vote. Alors, 786, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 1267, même vote, je suppose. Vous me dites s'il y a un changement. Hein. Le 1406, 1801, 1845, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 210, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 1369 et 1699, qui est pour? C'est les mêmes, c'est les mêmes. Qui est contre? Adopté. Il fait tomber la suite. Et ça fait tomber la suite.